Voilà, nous sommes de retour, l'équipe au grand complet. Et dans un instant, nous prenons en compte vos réactions. Nous vous l'annoncions sans surprise, le combat du Front National pour la défense de la Constitution a changé de peau hier, lundi 14 octobre. Au compteur, 3, 4 ou 6 morts selon diverses entités et plusieurs blessés à l'échelle du territoire. Le tout pour obtenir du professeur Alpha Condé le renoncement au passage à une nouvelle constitution pour la Guinée. Autre brandon de discorde, cette nouvelle variable qui vient enfler le nœud, c'est l'arrestation suivie de la détention d'acteurs de la société civile opposés au projet référendaire. S'ensuit donc que malgré l'appel du président de la République en fin de journée, la levée de boucliers se maintient pour cette deuxième journée. Qu'est-ce qui explique le rejet de la main tendue du chef de l'État ? Comment sortir de ce traquenard de manifestation? Nous aurons dans un instant Oumar Silla Fonike-Mangué. Il est coordinateur par intérim du Front National pour la défense de la Constitution et à sa suite, le médiateur de la République, M. Mohamed Saïd Fofana. Nous vous l'avons dit hier, en mains endroits, le territoire guinéen s'est ébouilli à l'appel du Front National de la défense de la Constitution. Cependant, et sans surprise, l'agitation réelle en Basse-Côte et en Moyenne-Guinée est restée largement en dessus des mobilisations en Haute-Guinée, en Guinée forestière, où l'activité n'a pas connu la paralysie des premières. Quel bilan dresse-t-on du jour 1 des manifestations annoncées au plan humain et matériel? Nous poursuivrons cette série avec cette fois-ci Nzérékoré et puis Kindia. Également cette question, quelle est la situation à la matinée de ce 15 octobre, donc de ce jour? Il en sera question. Et tout à l'heure, dans un instant, M. Mamadouba Kamara, directeur central de la sécurité publique, répondra à nos questions. Mais d'ici là, quelques réactions de vous, auditeurs. Et cette première réaction, bonjour Tamba, c'est Corboya Baldé depuis Lambanyi. Le seul et unique souhait de Selou Dalen Diallo était de donner aux victimes, aux enfants d'autrui. Pendant ce temps, ceux qui ont appelé à la manifestation étaient tranquillement couchés sous leur lit. En effet, avoir 6 morts, encore c'est trop, sans parler des pertes matérielles et arrestations. Les jeunes de l'Axe doivent prendre une prise de conscience et du nouveau, mon cher Corboya Baldé. Beaucoup de réactions ce matin. Bonjour, mon cher. C'est Aboubacar. Il pense à Aboubacar Diallo. C'est bien Tamba Zakari qui est à l'antenne ce matin. C'est Abdoul Karim Mouloba de l'UMP. Manifester sans respecter les procédures, c'est de l'insurrection. Nous n'allons pas nous transformer en insurgés. Nous sommes une institution politique, pas un groupe de révoltés. Oui, pour l'alternance en 2020, mais je condamne ce régime qui cherche à se maintenir par la force et par la violence. Wallahi, le peuple a parlé hier. Et puis Sinani du RPG, bonjour les GG, je prie la jeunesse guinéenne à une prise de conscience car l'avenir c'est nous. C'est Sinani qui nous signe ce message. Bonjour Tambassia Bakar Bigop Kabab. Le FNDC a montré à l'opinion nationale et internationale hier, à travers une forte mobilisation sur de l'ensemble des composantes de la vie sociopolitique de notre pays. Le peuple souverain de Guinée refuse ce coup d'État constitutionnel, refuse une présidence à vie. Ce combat, il ne s'agit pas d'une région contre une autre, d'une ethnie contre une autre. Il s'agit de la lutte entre le bien et le mal. Nous irons jusqu'au bout. Bonjour les GG, je prie qu'Allah accorde son paradis éternel aux disparus. Quand un État tire sur sa jeunesse, l'avenir est compromis. En une minute, Alpha Condé peut retirer ce projet satanique de nouvelle constitution et préserver des vies et la paix. C'est Ousmane Bari, notre cher, qui nous écrit ce matin. Bari Abdallah répond à cette réaction, à ce propos des GG. Les militaires y étaient présents, ils étaient présents dans les PA. Après avoir été chassés, ils ont fini tous au PA de Camp Carrefour. Ils ont pris leur refuge ici. Et on va terminer avec cette réaction de Souleymane Konaté de l'UFDG. La jeunesse guinéenne est un bel exemple pour tous les peuples opprimés et qui aspirent à plus de liberté, de justice et de dignité. Le temps est donné et il appartient aux gouvernants de savoir
qu'on ne peut pas prétendre, on ne peut jamais prétendre servir un peuple par une gouvernance qui bafoue la Constitution. Mais sincères condoléances aux parents des victimes. C'est regrettable que l'argent du contribuable soit utilisé pour recruter et entretenir des forces du désordre dans le seul but de tuer lâchement nos concitoyens. La justice guinéenne doit se bouger, l'heure est grave. Continuez donc à réagir à cette émission. Nous en prendrons quelques-unes vers la fin au GGO 8037 pour les utilisateurs d'Orange, au 657 39 13 13 et aussi sur Twitter via le hashtag espace GG. On reprend avec vous, Antoine Kourouma. Avant de repartir sur le terrain, il y a quand même des acteurs qui ont été arrêtés, qui ont été détenus. Ils sont plusieurs désormais à côtoyer les murs, à se frotter aux murs de la maison centrale. J'avoue que je suis surpris depuis vendredi de ne pas entendre le cas Sano dans le discours de nos acteurs politiques ni des membres du FNDC. C'est Koukoundouno. C'est Loudalen, il l'a dit hier. Il l'a dit hier. Aujourd'hui, c'est important qu'on en fasse une condition dans ces manifestations de rue. Mais je n'entends pas cela. Sano a été arrêté, qui est le coordinateur du FNDC. Koundouno et les autres sont aux arrêts, je crois, son nombre de 8 personnes qui ont été mis aux arrêts au domicile de Sano. On a suivi la sortie le lendemain ou quelques jours après du procureur de la République à la RTG qui estimait que le contenu de leur déclaration était grave par rapport à la sécurité publique. Alors, on nous apprend qu'hier, ils ont été entendus par le parquet, ils ont été déférés la nuit à la maison centrale de Conakry. Et Eli Kamano et Badra Koné et les autres quand même grave, sont déférés à la maison centrale. Déférés à la maison centrale, normalement ça doit obéir à une certaine procédure. On nous apprend que le procès pourrait commencer demain. Le procès pourrait commencer demain parce que... Pardon, il y a un mandat de dépôt qui a été prononcé par le procureur et le procès pourrait commencer demain. Mais entre-temps, entre le travail que la justice est en train de mener sur le cas Sano, Koundouno, Badara, elle est très proactive. Ça touche le président. On les dit tous les jours. Les cas sont traités de manière très distincte, de manière très différente. Le cas de Sano et Koundouno ne ressemble pas forcément au cas de Badara et Eli Kamano. Mais le travail parallèlement, ce travail qui est en train d'être fait, des indiscrétions me disent que il y a un côté négociation avec le pouvoir en place, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut ménager la situation, parce que quand même il faut reconnaître que Abdourahmane Sano et Sékou Koundouno sont un peu plus les têtes pensantes du FNDC et qui sont les porte-voix et les plus écoutés du FNDC. Et donc leur détention en prison ne contribue pas à apaiser la situation. Donc il y a des négociations qui sont en cours pour voir dans quelle mesure il faut négocier leur libération, mais en même temps la justice aussi essaie de faire son travail. Voilà, Jacques Léwalino. Les grandes gueules. C'est Loudalen Diallo. On a même fait une condition pour éventuellement avoir à s'asseoir à la table du dialogue avec le président de la République. Oui, et je pense que c'est là le combat devient très important, parce que ce qui a été fait jusqu'ici, c'était une démonstration de force. Parce que, après tout, on va aller sur les rapports de force. On va voir est-ce que l'opposition, donc le FNDC dans sa globalité, a quelque chose sous la main, a une certaine force pour exiger du gouvernement un certain nombre fois de privilèges ou bien alors de concessions. Parce que c'est de cela il est question aujourd'hui. Abdourahmane Sano, Sékou Koundouno et tous les autres qui sont arrêtés ici à Conakry et à l'intérieur du pays pourraient donc se voir dans une situation où leur libération va être discutée avant même le dialogue qui est donc voulu par le président de la République. Mais l'autre chose qu'il faut peut-être souligner, là je reviens rapidement là-dessus, c'est que la déclaration d'hier qui est venue donc du président de la République, le communiqué de la présidence de la République est venu comme la déclaration ou le passage à la télévision du procureur de la République. C'est-à-dire, on nous dit dans le communiqué d'hier que la réunion a eu lieu dimanche. On attend lundi, après la manifestation, pour rendre le communiqué public, où on parle, n'est-ce pas, de dialogue. C'est quand même une première... c'est comme ça. Ça dénote quand même je pense que le pouvoir est quand même préoccupé par cela. Oui, non. Mais s'il y a eu réunion dimanche... c'est ce que je veux dire. C'est dimanche la nuit, on devrait aurait dû le faire. Le communiqué. Voilà. Mais on attend lundi... pour savoir ce qui va se passer, pour rendre public, n'est-ce pas, le communiqué. Il fallait attendre de jauger la température du lundi pour pouvoir réagir. Le procureur, lui, c'est depuis le 10 octobre, m'apprend-on, qu'il a été saisi. D'accord. Il attend la veille de la manifestation pour faire savoir que, après bien sûr avoir
arrêter dans les conditions qui sont discutables les dirigeants du FNDC, il sort pour donner des explications comme quoi il avait été saisi. Je crois que pour une question de transparence, il devrait communiquer avant qu'il a été saisi et puis indiquer qu'il a décerné des mandats contre, n'est-ce pas, ces personnes-là. Mais rien n'a été fait. Ils ont été enlevés. Et le mot, il faut bien le dire, ils ont été enlevés. En effet. Avant de venir faire une absolument, communication. c'est quand même le terme, mon cher Mohamed Ali. Je pense que le regard du pouvoir vis-à-vis du FNDC, c'était de dire « Ah, c'est des plaisantins ». Mais ce n'est pas votre avis, après avoir vu la journée d'hier. Je ne crois plus que le FNDC, enfin les membres du FNDC soient simplement des plaisantins parce qu'on a vu maintenant ce dont ils sont capables. En tout cas, lundi, personne ne l'a apprécié. Mais je crois que le pouvoir savait que ça allait se passer de cette manière. On a essayé de rassurer un tout petit peu, demander aux uns et aux autres d'aller vaquer à leur affaire. Mais malheureusement, ils savaient que lundi allait être comme ça a été, peut-être pas comme le FNDC l'avait annoncé, tout le monde dans la rue tout de suite avec une marée humaine qui ne sera pas gérée par le pouvoir, ainsi de suite. Mais quand même, ça a perturbé parce que personne n'a réussi à rien faire. Alors, les responsables des FNDC qui sont arrêtés, je pense que c'est juste un élément de négociation que le gouvernement essaie d'obtenir parce que le gouvernement sait que tôt ou tard, ils finiront par être ensemble et discuter. Là où moi, je ne comprends d'ailleurs pas de quoi vont-ils discuter parce qu'en réalité, ce que le FNDC demande, c'est que le FNDC pense qu'il y a un projet de troisième mandat qui existe et que le pouvoir devrait... Mais désormais, le FNDC rallonge sa pile de négociations, de réclamations. Ça devient... Absolument. Oui, en y ajoutant quoi ça devient juste un problème. C'est ce que je suis... Oui, mais qui n'existait pas avant. Autant ça devient des préalables, autant aussi ça devient une belle prise. Je dirais pas une belle prise, peut-être le terme, il faut un peu le masquer, mais autant ça devient une prise pour le pouvoir en place parce que la détention de Sékou Koundono et d'Abdourahmane Sado, qui sont quand même l'intelligence du FNDC, dans les conditions que nous savons, la justice faisant son travail et parallèlement les négociations sous-marines commençant, je pense qu'à un moment donné, et d'ailleurs il ne faut pas souligner seulement la déclaration de Cellou Dalein concernant la détention de ses membres du FNDC, donc il n'y a pas vraiment une coalition forte autour des partis politiques qui sont au sein du FNDC pour porter de la voix et demander à ce que les membres j'ai l'impression que ça va finir ça va finir comme ça a toujours fini par des négociations politiques en réalité. Qu'est-ce qui va se passer? On va demander à négocier. Oui, mais ce n'était pas ça l'objectif. On nous fait comprendre que c'est un mouvement social. C'est un mouvement social qu'on a annoncé qui voudrait empêcher le président de briguer un troisième mandat. Mais vous allez voir ce qui va arriver. C'est un mouvement socio-politique. On est obligé de négocier, qu'il y a quand même des gens qui sont arrêtés. Alors pourquoi on n'a pas commencé par là? Mais on a tout refusé, Tamba. Est-ce que tu te rends compte qu'on a tout refusé parce qu'on prétend qu'il y a un mouvement de troisième mandat qui existe et que le président doit y renoncer? Alors qu'on n'a même pas dit. La dernière chose que j'ai envie de dire, je voulais le dire parce qu'il faut le constater. Depuis hier, des personnes sont mortes ici. On a tué des manifestants. Et le procureur a la responsabilité de constater ce qui s'est réellement passé. Mais silence total. On n'entend absolument rien. Il ne vient pas sur les lieux pour savoir ce qui s'est passé. Et pourtant, ce sont des Guinéens. Moi, je pense que c'est assez grave. Il faudrait que le procureur, qui n'est pas soumis à l'exécutif, qui n'est soumis qui n'est soumis qu'à la loi, puisse venir constater ce qui s'est passé et demander que des enquêtes soient ouvertes. Parfait. En tout cas, c'est un procureur qui s'est fait menaçant. Jusque-là, on attend bien sûr qu'il puisse également revenir soulagé. Nous continuons donc notre tour sur le film de la journée d'hier. Et cette fois-ci, c'est en Zérékoré que nous partons. Alexis Collier nous y attend. Bonjour Alexis. Les grandes gueules. Bonjour Tanda, bonjour à tous. Voilà, parfait, merci de te prêter à nos questions, Roby. Alexis, bonjour. Alors, à Zérékoré, donne-nous la tendance de la manifestation d'hier. On apprend que c'était plutôt paisible de ce côté-là et que les activités ont été naturelles comme d'habitude. Est-ce que finalement, c'est le pacte entre les partis politiques, l'autorité et le FNDC qui obligeait toutes les parties à ne pas manifester dans la ville de Zérékoré qui a été respecté? En tout cas, c'est le calme qui a régné hier en Zérékoré. Il n'y a pas eu de manifestation du FNDC. Et la ville est restée paralysée tout de même parce que jusque dans l'après-midi, les boutiques et les magasins sont restés fermés. Les banques par endroits également sont restés fermés. Mais cela s'explique par la peur ou la psychose chez les citoyens. Beaucoup encore le mauvais souvenir de la dernière manifestation
qui s'est soldée par des dégâts matériels, dont les victimes sont en majorité des commerçants qui ont vu leurs biens volés et au même pied. Donc la matinée d'hier, la ville est restée calme. Les boutiques, comme je le disais, sont restées fermées. Et également, la mi-journée, les gens avaient commencé à raguer à leurs occupations. Oui, mais au-delà de la peur, il y a quand même cet accord qui a été signé entre les différentes parties, spécifiquement dans la zone de Zérékoré. Est-ce que cet accord-là a joué sur la situation? Est-ce que finalement, c'est ce pacte qui a fait en sorte que la mobilisation ne soit pas du côté de Zérékoré? Le respect de cet accord? En tout cas, en ce qui nous concerne, parce que dans la soirée du samedi et dimanche, on a tenté de joindre les responsables du FNDC. Ils sont restés totalement silencieux. Il n'y a pas eu de communication officielle autour de la manifestation du FNDC, parce que nous, on se posait la question, est-ce que le FNDC Zérékoré pourra suivre le mot d'ordre lancé par leur père depuis Conakry, vu l'accord qu'ils avaient signé à un moment donné. Donc, si Zérékoré est resté donc en marge de la manifestation, ça sous-entend que le FNDC reste dans la ligne du protocole datant signé le mois dernier avec les autorités. Parce que quelques heures avant la manifestation, on a écouté le préfet Sourissano qui disait que le FNDC, il faut vous rappeler qu'il y a un protocole d'attente qui nous lie. Et je rappelle que ce protocole d'attente interdit toute manifestation politique de tout bord en Zérékoré. Donc, si le FNDC Zérékoré est resté silencieux, il n'y a pas eu de manifestation. Donc, ça fait comprendre que ce protocole d'attente est bien signé. Même si ce protocole, comme je vous le disais, à un moment a failli être annulé par les autorités, mais tout de même, il faut dire que le FNDC Zérékoré, quand même, est resté tout à fait silencieux face à cette situation. Et ça veut dire que l'autorité et les appels au calme et à la retenue ont été... D'accord. Voilà, en une phrase, mon cher Alexis, ce matin, comment va Zérékoré? Est-ce que les manifestations ont repris ou est-ce qu'elles ont l'air de pouvoir avoir lieu? Zérékoré vit à un rythme normal. Même si hier, il y a eu... la ville est restée morose, mais ce matin, quand même, les gens continuent à vaguer à leurs occupations. Et il faut dire aujourd'hui que même la société civile et même le médiateur qui avait non seulement fait la médiation entre le FNDC et l'autorité locale, avait lui aussi appelé pour sa part au calme, parce qu'il rassure, CC-Loi, qui est le médiateur, rassure et qu'il n'y aura jamais de manifestation en Zérékoré parce que les deux camps se sont compris sur une convention. Parfait. C'était donc Alexis Collier, notre correspondant depuis la capitale forestière Zérékoré. Merci mon cher Alexis d'être intervenu. On l'a écouté, Mohamed Ali, avec quand même un protocole finalement qui fait que Zérékoré soit resté plus ou moins en marge de cet appel du FNDC. Qui a peut-être un piège, le protocole, parce que on leur a opposé leur propre signature, donc leur propre... On leur a dit, écoute, rappelez-vous. Hein. Justement, et ils ne peuvent pas aller au-delà. Je pense, Ruby rappelait tout à l'heure qu'il l'avait dit dans les GG. On avait tous suivi à l'époque, lorsqu'ils avaient signé ce protocole-là. On avait dit c'est une entente entre les autorités de Zérékoré et puis le FNDC. Le jour où le FNDC national va appeler à une manifestation, Zérékoré va faire une particularité parce que Zérékoré est déjà lié par sa propre parole qu'il a scellé, le FNDC Zérékoré, donc qu'il a scellé sur un papier et qui leur sera opposé tout le temps par les autorités. Je pense que c'est ce qui vient de se passer. Parfait. Maintenant, le FNDC des Zérékoré va peut-être accepter de manifester et ils n'auront pas raison parce que la préfecture, donc les autorités pourront toujours leur dire vous avez décidé, ou plutôt on a décidé ensemble de faire ceci, vous ne pouvez pas aller au-delà et ça leur donnera un bon prétexte pour pouvoir les empêcher. Écoutez, de toutes les façons, en Guinée, on est habitué à pas respecter ses engagements. Ce ne serait pas une première de la part d'un acteur public. C'est pas le FNDC, c'est grave que le FNDC, qui s'arc-boute dans la défense, le respect des accords, la Constitution, etc., puisse ne pas faire autrement à Zérékoré. Oui, mais tu sais... cas Zérékoré
est devenu très particulier. Face à certaines situations, on peut bien comprendre certaines décisions qui seraient stratégiques. Difficile. Voilà, on termine ce tour de l'intérieur du pays avec le Kenya. Le Kenya d'où nous attend... comment s'appelle-t-il déjà, mon cher Silla? C'est bien cela. Aboubacar Silla nous attend dans la capitale, donc à Kindia. Bonjour. Les grandes gueules. Ah oui, bonjour Samba et bonjour à tous. Merci mon cher de te prêter à nos questions ce matin, Roby. Alors Abakar, la situation d'abord d'hier lundi 14 et que prévaut en ce moment à Kindia? Il faut commencer d'abord par rappeler que la préfecture de Kindia n'a donc pas échappé à cette réalité, si vous voulez bien, à cette invitation des leaders du Front National pour la défense de la Constitution, invitant donc la population à sortir pour protester contre toute modification de la Constitution. Hier, très tôt le matin, on a constaté une ville paralysée de Kindia, parce qu'il faut le rappeler que très tôt le matin, au niveau de tous les grands carrefours du centre urbain, il y avait donc les gendarmes qui étaient postés pour empêcher toutes sortes de regroupements, n'est-ce pas, des opposants au troisième mandat. Et puis, il faut rappeler que la population est restée chez elle. Elle est restée chez elle parce que les gens n'étaient pas donc dans la rue. Et on n'a pas observé, si vous voulez bien, des incidents majeurs, des violences. Et c'est la première fois, en tout cas, qu'on puisse vraiment, qu'on constate, si vous voulez bien, une telle manifestation, qu'il n'y a pas de violence, pas d'incident majeur. Donc chacun est resté chez lui et tout le monde a manifesté, a exprimé sa position par rapport donc à cette question de façon très pacifique. Dans les rues, on ne voyait pas du tout les gens, mais il faut rappeler que dans certains quartiers, dans les rues, on a constaté un peu, si vous voulez bien, les traces de pneus brûlés, notamment par certains jeunes. C'est pourquoi très tôt le matin, comme je le disais tout à l'heure à l'entame de mes propos, les forces de l'ordre ont donc été postées partout au niveau des grands carrefours du centre-ville. Au-delà de ça, il faut rappeler que cette manifestation, si vous voulez bien, des opposants au troisième mandat du côté donc de la préfecture de Kindia a eu quelques répercussions. D'abord, au niveau du commerce, il faut rappeler que pratiquement toutes les grandes boutiques et les magasins du centre urbain sont restés fermés durant toute la journée. Devant ces boutiques, on pouvait donc constater la présence, n'est-ce pas, des propriétaires qui étaient donc assis devant leurs boutiques. Au-delà de ça encore, le secteur éducatif a été fortement touché parce que toutes les concessions scolaires, je dis bien toutes les concessions scolaires donc de la préfecture de Kindia n'ont pas pu faire cours hier. Les élèves sont restés à la maison, les parents d'élèves ont eu peur, n'est-ce pas, d'envoyer les élèves, les enfants à l'école. Voilà, il faut quand même rappeler qu'il y a un appel du SLEC d'Aboubacar Souma invitant les élèves et les parents d'élèves à rester chez eux. Mon cher Aboubacar Silla, merci d'avoir répondu à nos questions. On suivra cette actualité avec vous, bien sûr, dans nos éditions d'information. On a écouté, notre correspondant du côté de Kindia, Jacques Léo Aleno. La sécurité a joué sur l'anticipation. Dès qu'il y a eu cette manifestation, je crois à partir de Kania déjà, mais également d'Amakania, pardon, mais également dans la commune urbaine, on a procédé à des arrestations. Donc il n'y a pas eu cette mobilisation comme on pouvait s'y attendre. Je vais revenir rapidement sur le cas de Nzerekore. Cet accord qu'on a finalement signé amène le FNDC à lâcher, je vais dire, une grande ville. Et donc, derrière toute une région. En effet. Parce que nous sommes dans... C'est quand même 8 régions, 8 préfectures. Oui, 8 préfectures. Nous sommes quand même dans une conquête de territoire. Même si c'est pas vu comme ça, parce que c'est un jeu de rapport de force. C'est un jeu de rapport de force. Donc, en s'engageant dans cet accord avec les autorités de Nzerekore, le FNDC cède toute une région, parce qu'il n'y aura plus d'autres actions à mener là-bas. Parce que je vois mal comment on peut mettre la pression sur l'État ou sur ce gouvernement dans cette région si on n'obéit pas au mot d'ordre qui est donné ici à Conakry. Très, très bonne question. Oui, allez-y. Il faut rappeler la sensibilité de la zone, c'est très important. Ce pacte de je dirais pas de non-agression, mais ce pacte qui est signé entre les différentes parties, c'est à juste raison. Quand on sait à quoi la ville de Nzerekore est exposée, quand on sait que généralement tous les sujets sont rapportés à la communauté, on estime que ce pacte-là vient à point nommé. Et aujourd'hui, il faut plutôt le saluer. Parce que s'il y a dérapage en Nzerekore, je ne veux pas voir la suite de cela, mais je crains fort pour les conséquences d'une manifestation éventuelle en Nzerekore, surtout des affrontements qui pourraient être regrettables pour tout le pays. Oui, mais c'est plus bénéfique aujourd'hui. Nzerekore, c'est une
c'est une poudrière. Il faut le rappeler tantôt. Ouais, de toute façon, on va s'écouter. Il y a ce qui s'est passé à Farana qu'il faut qu'on rappelle. Le pouvoir en place interdit les manifestations de rue, on interdit au FNDC de sortir dans la rue. Mais on célèbre Alpha Condé à Farana, on célèbre l'an 28 de son retour en Guinée, en différé à Farana, sous prétexte qu'on veut magnifier Alpha Condé par rapport au fait qu'il soit revenu au pays après avoir passé un long moment à l'étranger. On a célébré Alpha Condé samedi à Farana avec une forte mobilisation, alors que nous savons qu'il y a une décision qui dit qu'il n'y a pas de manifestation de rue. Comment on peut accepter ces 2 poids 2 mesures, qu'on accepte qu'il y a la marée jaune à Farana, mais qu'on refuse qu'il y ait la marée rouge à Conakry? Mais où dans tout le pays, c'est inconcevable. Je trouve cela inadmissible qu'on veille accepter qu'ailleurs l'on manifeste Alpha Condé et que de l'autre côté qu'on refuse qu'on manifeste contre le fait qu'Alpha Condé veille d'un 3e mandat. C'est quand même le quotidien depuis plusieurs moments déjà. Oui, on est bien d'accord. C'est une injustice, ça crée de la frustration. Je veux juste rappeler que notre reporter sur le terrain, Djibril Ba, n'est pas en train de prendre, si éventuellement il y aurait la possibilité qu'il nous entende en ce moment, on veut bien savoir quelle est la situation de Conakry ce matin. Oui, mon cher Roby. Je voudrais dire, en parlant du cas spécifique de Zérékoré, du point de vue de la coloration politique et de la coloration de la lutte, ce n'est pas une bonne affaire pour le FNDC que Zérékoré ne soit pas quand même une zone qui accompagne son mouvement. Quand on sait que le pouvoir public a essayé de diaboliser pendant très longtemps dans leur stratégie de communication en faisant un rapport entre le FNDC qu'on appelait mouvement social et en donnant une connotation sociopolitique au mouvement et finalement en disant que FNDC égale UFDG. Et quand on sait que dès qu'on dit ça, on catalogue, on régionalise. Donc pour moi, la perte de Zérékoré, c'est pas une bonne chose pour le FNDC parce que du point de vue décoloration, pour moi, c'était plutôt bénéfique pour le pouvoir en place. En même temps, il faut quand même le dire, en Zérékoré, chez nous là, tout part très vite en couille. Maintenant, nous avons au bout du fil le directeur central de la sécurité publique. Avec lui, nous allons aborder une série de thématiques liées à l'encadrement des manifestations d'hier et aussi de la situation d'aujourd'hui. Bonjour, monsieur Mamadouba Camara. Les grandes gueules. Oui, bonjour Lamine, bonjour Roby et bonjour à tous les auditeurs de Grande Gueule. Merci de vous être prêté à nos questions ce matin. Jacques Léo-Lénaud pour la première. Alors, la première question, c'est de savoir le bilan du côté de la police. Nous sommes à combien aujourd'hui de morts et de blessés? Bien, merci beaucoup pour m'avoir posé la question sur le bilan. Et nous, en matière de police, nous donnons toujours un bilan provisoire parce qu'il y a eu des cas de blessés, il y a eu des cas de morts. Mais pour le moment, ce que nous avons enregistré, il y a eu un cas de mort qui est connu de tous à Mamou. Et il y a eu 12 blessés qui sont admis dans les centres hospitaliers auxquels nous suivons aussi. Mais ce bilan, vous savez, ça peut évoluer d'un moment à l'autre en fonction de la gravité des blessures. Monsieur Camara, on ne vous laissera pas continuer quand même. Donc officiellement, la police nous dit qu'il y a un seul mort dans tout le pays, c'est cela? Donc le gendarme à Mamou. Oui, justement, c'est ce que je vous dis. Le cas à Mamou qui est connu de tous, et parce que ça, c'est sur le champ que le gendarme est tombé et transporté à l'hôpital, finalement mort, ça ne suivi. Mais il y a eu d'autres cas à Conakry où il y a eu des blessés qui ont été transportés. D'accord. Pour précision. Pour précision. Voilà, monsieur Camara, pour précision. Bien sûr, un mort, un gendarme du côté de l'intérieur du pays. Est-ce que votre bilan de un mort prend en compte Conakry, la capitale? Oui, bon, le bilan de Conakry pourrait évoluer parce que je vous dis qu'il y a eu des blessés graves qui ont été transportés dans les centres hospitaliers hier dans l'après-midi. Pour le moment, c'est vrai qu'il y a eu des blessés graves qui ont été transportés dans les structures hospitalières, ça on le sait. Mais pour le moment, dites-nous, il y a eu combien de morts à Conakry, officiellement? Et officiellement, il y a un cas de mort qui nous a été signalé, dont nous sommes en train de vérifier au niveau de la ville de Conakry. Mais dont on n'a pas encore la certitude parce qu'on ne connaît pas le nom de la personne. C'est hallucinant. Vous étiez sur le terrain hier, je veux dire les policiers y étaient. Parce que j'ai l'impression que le bilan que vous donnez, c'est le bilan au niveau des forces de l'ordre. C'est cela? Le mort, c'est parmi les forces de l'ordre, non? Si nous donnons un bilan, c'est un bilan global, tant au niveau des forces de l'ordre
qu'au niveau des manifestants. Votre bilan est trop teinté de, je ne veux pas dire de mensonges, mais sincèrement, il y a trop de contre-vérité dans ce que vous dites. On a entendu Cellou Dalein Diallo parler de 4 morts, et sur la toile, on voit des personnes atteintes par balle. Dites-nous, le ministre parle de 2 morts. Au-delà de Cellou Dalein Diallo, il y a également le ministre. Il y a des médias nationaux et internationaux avec des images. On voit des personnes mortes par balle. Dites-nous, qui sont ceux qui ont tiré par balle et combien de morts il y a eu exactement? C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous dis que officiellement, ce qui a été enregistré, il y a eu un cas de mort qui a été enregistré à Mamou et il y a eu aussi 2 cas de mort qui nous ont été signalés au niveau de la ville de Conakry. Naturellement, un à Sonfonia Rai où un pays a été attaqué et un autre au niveau de la T5 où un autre pays a été attaqué. Donc ça évolue. Il y a quelques instants, c'était 1, on en revient à 2. On nous signale 2 autres et finalement un autre qui a succombé ce matin, ce qui porte le bilan global à 5. Est-ce que vous confirmez? Bon, justement, nous, on n'a pas encore identifié les 2 autres dont vous complétez à 5 pour le moment parce qu'on n'a pas d'identité de ces victimes. Et par contre, nos services sont en train de sillonner les centres hospitaliers pour que nous ayons réellement le bilan complet parce que c'est pourquoi nous parlons de bilan provisoire. Et on n'a rien à vous montrer. Monsieur le porte-parole, les policiers que vous commandez, est-ce qu'ils ont détenu? Nous n'avons pas caché un bilan et quand c'est confirmé, on vous le dirait effectivement parce que tous sont des Guinéens qu'il y a eu tel nombre de blessés, tel nombre de morts avec des noms bien précis. Voilà. Est-ce que les policiers qui étaient sur le terrain hier détiennent des armes létales? Mon frère, comme vous l'avez suivi, à la veille de cette manifestation, il y a eu une note circulaire émanant de la Direction générale de la police nationale qui a demandé et qui a instruit à tous les chefs de service de veiller strictement à l'utilisation des armes conventionnelles. Et que les armes létales sont formellement interdites au niveau de... Hier, on a vu des images hier où des hommes habillés détiennent des armes à feu. Bon, ça peut arriver, mais nous, officiellement, au niveau de la Direction générale de la police nationale, quelles circonstances ça peut arriver? À tous les chefs de service, que l'utilisation des armes létales est formellement interdite en matière de maintien d'ordre. Et cela a été fait, on a vérifié les chefs de service, chacun a été Monsieur Camara, Mohamed Ali pose bien la question de savoir, parce que vous dites ça peut arriver, dans quelles conditions est-ce que cela peut-il arriver, qu'il y ait des éléments des forces de l'ordre qui outrepassent une mesure qui est officielle de la hiérarchie et qui se munissent d'armes létales pour être sur le terrain du maintien d'ordre? Bon, je dis que ça peut arriver parce que les agents ils sont fouillés avant qu'ils ne quittent les services avant d'aller sur le champ de terrain et les responsables des unités veillent à ce qu'aucune arme ne quitte officiellement les services pour aller sur le champ de terrain. Mais comme vous le savez, de plus souvent des gens peuvent se faire monnaie d'armes. Bon, mais on ne sait pas. Et aussi, ce qu'il ne faut pas occulter, c'est qu'il y a eu des armes de calibre 12 qui ont été utilisées hier aussi contre les manifestants sur le terrain. À l'instant, ça aussi, c'est pas à l'instant même, mais dans les quartiers, depuis hier, nous, monsieur le porte-parole, ça tire avec des armes à feu. On entre jusque dans les quartiers et on tire. Est-ce que vous êtes au courant, puisque vous avez la responsabilité de la sécurité publique? Dans la journée d'hier, ce cas de figure n'a pas été signalé. Nous avons donné des instructions fermes à nos éléments. C'est sur... Non, mais monsieur Camara, et je pense qu'à un certain moment, il faut prendre conscience de vos responsabilités. Il y a des gens qui sont morts d'armes à feu. Je pense qu'il faut sortir de la langue de bois et voir la vérité en face et pouvoir la dire à un certain moment. Prendre des mesures qui s'imposent. Au moment où on vous parle, on a entendu des tirs et on connaît ce genre de tirs. Comment dites-vous que vous n'avez pas été mis au courant d'une telle situation alors qu'elle est plausible? Elle crève les yeux. Non, vous savez, la stratégie et la tactique que nos hommes ont adoptée sur le terrain hier n'obligeait pas quelqu'un à quitter la voie publique pour entrer dans les quartiers. Ce n'était pas du tout possible. Et c'est des instructions qui ont été données
et des consignes fermes ont été données. Non, mais comment vous pouvez dire ça, monsieur le porte-parole? J'ai l'impression que vous êtes au bureau, vous ne maîtrisez absolument rien du tout. Parce que vous voyez, dans les quartiers, les policiers y sont. Et ils sont en train de tirer. On parle parfois de tirs de sommation pour dissuader les uns et les autres, mais ça tire. Et même ce matin, ce matin, vous savez, vous êtes quand même au courant de ce qui est en train d'arriver avec, par exemple, des femmes qui viennent au marché, qui se voient arracher leurs popotes. Bon, ça, je suis vraiment désolé que ce soit des cas comme ça qui soient signalés, mais à notre connaissance, nous, hiérarchie, nous faisons en sorte que les interventions des hommes sur le terrain soient sur la voie publique. Ils n'ont pas le droit. Ok, monsieur le porte-parole, ne soyez pas désolé parce que ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui. Ne soyez pas désolé. Dites-nous ce qui va être fait, ce que vous allez faire, pour que ça cesse en réalité parce que ça continue. Et si de tels cas sont signalés, avérés et connus, les intéressés comparaîtront devant le conseil de discipline ou devant comment on appelle, la direction, l'inspection générale des services de police pour abus de pouvoir. Ça, nous ne saurons le tolérer. Le ministre est catégorique sur la question. Tout cas de manquement en matière de maintien d'ordre ne sera jamais toléré. Les agents sont passibles devant le conseil de discipline ou devant l'inspection générale des services de police. Parfait. Merci, monsieur Mamadouba Camara. Je rappelle que vous êtes directeur central de la sécurité publique. Même si, après cette interview, nous restons très assoiffés. On vous demande en tout cas, on vous met devant vos responsabilités. Le peuple de Guinée en attend sérieusement. Merci de vous être prêté à nos questions. Et dans un instant, bien entendu, nous aurons au bout du fil Phonique Mangué. Mais Antoine Kourouma, on a écouté ce porte-parole également du département. Très déçu à l'entendre, très déçu parce qu'il nie carrément l'évidence. La moindre des choses, c'est d'être honnête tout de même. En termes de communication, surtout en période de crise, il faut être honnête. Dites clairement les choses. Mais on ne peut pas nier l'évidence. Il y a des cas de mort par balle. Monsieur le porte-parole veut masquer la réalité en nous disant qu'il y a eu un seul cas de mort officiel. C'est à Mamou, c'est le gendarme. À Conakry, il n'y a pas eu de cas de mort par balle. Et selon lui, on est en train de faire des enquêtes et vous savez pour quoi, voir qui est mort. Il va contre la déclaration officielle du ministre de la décentralisation. Vous imaginez? Terrible. Je ne sais pas ce que gagnent ces policiers-là en masquant la réalité, mais c'est important qu'en pareille situation, qu'on dise clairement ce qui se passe. Et je vais vous dire, dès demain, on va nous dire dans ce pays que ce sont les manifestants qui ont tiré sur leurs amis manifestants et que ceux-ci détiennent des fusils avec des balles réelles. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est important qu'on nous dise clairement qui tire à bout portant sur les citoyens, parce que les balles que nous voyons, ce ne sont pas des balles de fusil de chasse. L'éternelle question en Guinée. Je rappelle que nous essayons de joindre Phonique Mangué pour intervenir. Jusque-là, pas de gain de cause. Mon cher Obi. C'est quand même la voix d'une institution importante. Qui est censée la plus concernée par ces manifestations et qui est censée garantir la sécurité des populations. Alors pour moi, quand ça manque d'une grande dose d'honnêteté dans la communication publique d'une institution comme la police, on parle bien de la police dans notre pays, qui communique très mal et qui finalement dit des contre-vérités aux populations qu'il est censé protéger en disant « Ouais, on sait très bien qu'il y a eu un cas de mort avéré du côté de Mamou et donc comme si à Conakry il n'y avait pas de mort. » Je pense que c'est très grave et c'est très irresponsable pour moi de la part de la police nationale de communiquer de cette façon près de la population qui est censée avoir confiance en elle. Cela agrandit le fossé de la crédibilité de cette institution auprès de la population. Cela agrandit la crise de confiance qui déjà existe entre ces populations-là. Je pense qu'il fallait le dire clairement. Il y a eu des morts à Conakry. Dénombrer le nombre officiel. Il ne serait-ce que répéter la phrase du ministre de l'administration, même s'il a envie de masquer tout ça. Mais ce qui était bien quand même, c'était d'aller sur les pas de Bourema Condé, dire il ne serait-ce que le chiffre de Bourema Condé, et puis ça aurait pu calmer la situation. Mais c'est grave ce qu'on a entendu. Devoir de vérité, besoin d'en savoir davantage. Et ces questions que nous nous posions dès l'entame de cette émission, qu'est-ce qui explique le rejet de la main tendue du chef de l'État? Nous n'avons pas pu avoir Oumar Silla, Phonique Mangué, mais nous avons au bout du fil Monsieur Mohamed Saïd Fofana. Je rappelle qu'il est médiateur de la République. Comment peut-on sortir du traquenard? Monsieur le Premier ministre, bonjour. Les grandes gueules. Merci donc de vous prêter à nos questions ce matin. On se pose cette question-là. Comment sortons de cette crise dans laquelle nous nous engluons chaque jour un peu plus? Merci.
très cher frère, pour l'occasion que vous me donnez de dire un message à l'adresse des Guinéens. Et le seul message que j'ai adressé aux Guinéens à travers cette émission, c'est que chacun de nous réfléchisse sur la nécessité de la paix sociale et de l'unité nationale. Elle concerne tout le monde, les gouvernés, les gouvernants. Nous le savons. Sans cette paix sociale, rien n'est possible dans la nation. La paix sociale, je l'ai toujours dit à certaines occasions, c'est le piédestal sur lequel il faut se placer, bâtir une nation forte et prospère. Or, dans la promotion de cette paix sociale, chacun doit apporter sa contribution. Personne ne doit se sentir indifférent. Monsieur le médiateur, on est d'accord avec le message que vous passez, il est très important. Mais vous êtes médiateur de la République. La question que nous nous posons, c'est quoi le rôle véritable d'un médiateur de la République? Il y a une crise en cours depuis longtemps. On n'a pas entendu ça. Parfait, Antoine. Il aura compris. On va l'écouter et après vous reviendrez. Vous reviendrez. Allez-y, voilà, monsieur le médiateur de la République. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pourquoi le point de départ de tout ça, c'est d'abord l'esprit de sagesse, l'humilité, la retenue et l'acceptation de nos différences. Il faut aussi briser le mur de la méfiance les uns envers les autres. C'est extrêmement important. Il faut dialoguer. Il faut se parler. D'accord. Autour de la table. D'accord. Alors, mais monsieur... D'accord. Et le langage, attendez que je finisse. Non. D'accord. Alors, vous avez dit, permettez parce que, monsieur le médiateur, nous aurons besoin de réorienter... Si vous permettez que l'on réoriente un peu le propos. Vous avez parlé de paix sociale, vous avez parlé de dialogue, mais il y a un préalable, celui de la volonté du respect des lois de la République. Comment y arrive-t-on, monsieur le médiateur, lorsque les acteurs ne semblent plus écouter cela? Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, chacun devrait écouter l'autre. C'est le dialogue inclusif. Chacun doit accepter ça. Parce que nous avons un devoir commun, c'est de bâtir une nation. Donc, chacun a le devoir, impérieux, la responsabilité d'endosser l'idée de dialogue, y aller, comme je l'ai dit, avec humilité, avec respect pour l'autre et dans la vérité. C'est pour cela que nous prenons ça. La paix sociale, la nation sont au-dessus de tout le monde. Donc chacun doit y apporter sa contribution. Je ne vois pas d'autre solution. Alors monsieur le Premier ministre, on sait très bien les conditions dans lesquelles ces événements sont arrivés. C'est suite à l'appel d'un certain nombre d'individus qui sont au sein d'une organisation qu'on appelle le FNDC. Et bien avant les événements, il y a les têtes pensantes du FNDC qui ont été arrêtées. Je veux parler de Sano Kunduno ici, qui sont déférés devant le tribunal et dont le jugement commencerait demain selon les informations que nous avons. Selon vous, est-ce que ça contribue, leur détention contribue à apaiser la tension, ou alors le pouvoir public pourrait lâcher du lest en libérant simplement Sano et son groupe? Écoutez-moi, je vous dirai tout à l'heure ce que le médiateur doit faire. Et avant que je n'achève mon message, laissez-moi vous dire, la Constitution de 2010 a dit ceci, que le médiateur de la République est un organe intercesseur, gracieux et indépendant entre l'administration publique et les administrés. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres institutions qui doivent se prendre en charge des problèmes politiques, des crises sociales. Malheureusement, les textes qui fondent, n'est-ce pas, le médiateur de la République l'empêchent de jouer un rôle dans les crises sociales et dans les crises politiques. Il faut que vous le sachiez parce que les textes sont là. Nous devons nous occuper des citoyens qui ont des problèmes avec les administrations, qui posent souvent des actes qui ne respectent pas les droits des citoyens, que ce soit les problèmes domaniaux, les problèmes fonciers, les relations commerciales entre les entreprises et l'administration, etc., etc. Nous ne pouvons intervenir dans les problèmes politiques que sur réquisition d'une partie ou de l'autre. Il y a Alhaji Mohamed Saïd Fofana que vous connaissez, qui est réactif par rapport à ce problème, mais je suis dans une institution qui doit respecter un certain nombre de normes. C'est
pourquoi souvent les gens s'étonnent, le médiateur ne dit rien, il ne fait pas ceci. C'est ce que la loi a dit et ce que je respecte. D'accord, mais votre avis sur la situation présente, il y a quand même un côté des acteurs qui est en prison. Comment gérer cela? Voilà, l'appel, je dis, il faut d'abord que chacun de nous accepte que la Guinée est un bien commun. Je l'ai toujours dit. Nous ne pouvons rien faire dans ce pays si on ne crée pas l'idée de nation, de respect de loi. Et cela vaut pour les gouvernants et pour les gouvernés. Personne ne doit se sentir indifférent par rapport à ça. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'accepte. Monsieur le médiateur, moi je reviens juste sur un point de votre discours. Vous dites qu'entre les administrés et les administrateurs, il se trouve que depuis plusieurs mois, on a interdit les manifestations à des administrés. Et qu'est-ce que vous avez dit à partir de là? Dans les actes administratifs, il faut avoir une interprétation juridique des textes. C'est dans les actes administratifs. Donc, on intervient dans le domaine des droits de l'homme, on intervient dans le domaine de la gouvernance économique et tout. Des domaines des droits de l'homme, il y a quand même des acteurs qui sont en prison pour avoir manifesté et exercé un droit. Et même dans ce cas-là, il faudrait que le médiateur soit saisi officiellement par écrit par la partie qui se sent lésée, etc., ou, n'est-ce pas, par l'administration qui pense avoir posé les actes. C'est ça que nous respectons. Et les CLC, nous avons plus de 100 et quelques dossiers ici que nous traitons au jour le jour. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons introduit, n'est-ce pas, une demande pour qu'on ouvre nos missions pour nous permettre d'agir directement par autosaisine même sur ces problèmes politiques, etc., comme j'ai l'habitude de le faire. Mais pour aujourd'hui, il y a que la Constitution a donné à des institutions de la République le droit, n'est-ce pas, de traiter ces problèmes. C'est pourquoi je ne veux pas en parler maintenant. Mais le moment venu, si je suis, n'est-ce pas, saisi officiellement, nous en parlerons. Mais ce que je dois dire, c'est que chaque Guinéen doit savoir que la Guinée est un bien commun à nous. Tout le monde doit accepter d'aller autour du dialogue pour qu'on fasse la paix ici. Dieu nous y aide. C'est une épreuve que Dieu nous a imposée. Mais je sais que c'est Dieu que nous aimons tous, que nous connaissons tous, il veillera sur la Guinée. Et ce que je dois dire à chaque homme politique, société civile, gouvernement, c'est que Dieu nous regarde pour ce que nous faisons. Et il a dit quelque part, je vous attends à la frontière. Posez des actes justes, honnêtes, sincères, la vérité. Je vous attends à la frontière, vous vous rendrez compte. D'accord. Dites le mensonge, faites tout ce que vous voulez faire de mal. Je vous attends à la frontière et vous vous rendrez compte. Donc, voilà. Parfait. Comment donc sortir de cette crise qui vient d'être enclenchée? C'était le médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana. C'est un peu l'imam de la République. Merci, Monsieur Fofana, d'être passé sur nos antennes, aimables auditeurs et téléspectateurs. C'est ainsi que nous allons fermer portes et fenêtres. Désolé pour ceux que l'on n'a pas pu avoir. Fonike Mangué qui n'a pas pris son téléphone. À vous autres dont on n'a pas pu lire les réactions. C'était tout de même un plaisir pour nous de vous servir ce matin. Demain, ce sera le Turbo qui revient aux commandes. Merci à Ibrahima Prince Diallo qui m'a aidé côté technique à travailler tout cela. On se retrouve donc demain dès 9h pour une autre des Grandes Gueules. Merci. Événement.